En temps. Donc, bonjour tout le monde. Je vais vous présenter aujourd'hui la maladie cœliaque. Je suis docteur Derry, maître assistante en gastroentérologie au service de gastroentérologie de l'hôpital central de l'armée. D'accord? Donc, pour commencer, qu'est-ce que la maladie cœliaque? La maladie cœliaque est une maladie chronique, auto-immune, multi-organes, qui affecte l'intestin grêle et qui est induite par l'ingestion de gluten chez les personnes qui sont génétiquement prédisposées. D'accord? Il est important de savoir chaque point qui sont chroniques, auto-immunes, multi-organes, intestin grêle et qui atteint les personnes qui sont génétiquement prédisposées. Maman. Cette molécule qui induit qui a une propriété élastique à la pâte, qui ne se forme qu'après hydratation, de la farine. D'accord? Il est constitué de deux familles de protéines de réserve, du grain qui sont la prolamine et la gluténine. Cette prolamine prend différents noms selon les céréales desquelles elle provient. Dans le blé, on l'appelle la gliadine, dans le seigle, on l'appelle la sécaline et dans l'orge, l'ordéine. D'accord? Donc, le blé, le seigle et l'orge contiennent du gluten. D'accord? Contrairement à l'avoine qui n'en contient pas. Alors, quelques mots sur l'épidémiologie. L'incidence est en constante croissance ces 20 dernières années. 1% de la population générale dans les pays de l'Ouest semble tout aussi élevé dans les pays du Maghreb. Il semble être 2 à 3 fois plus fréquent chez la femme et il touche toutes les tranches d'âge. Le plus souvent, plus de 70% des cas, ce sont des personnes qui ont plus de 20 ans. Sur le plan génétique, la maladie cœliaque est associée, on avait dit que c'était une maladie qu'on retrouvait chez des personnes qui étaient génétiquement prédisposées. Donc, cette maladie cœliaque est associée à la présence de l'HLA-DQ2 et ou HLA-DQ8. Il faut savoir que 95% des cœliaques ont le HLA-DQ2. Cette condition est nécessaire mais non suffisante, c'est-à-dire qu'il faut avoir cette prédisposition pour avoir la maladie cœliaque, mais avoir cet HLA dans ses gènes ne veut pas dire que l'on va avoir une maladie cœliaque. Vous comprenez? C'est nécessaire mais non suffisant. Seuls 4% des porteurs HLA ont la maladie cœliaque. Le risque est plus élevé chez les parents de premier degré, de 10%, et moindre chez les parents de second degré. 70% des jumeaux homozygotes sont atteints et seuls 9% des jumeaux dizygotes. Concernant les facteurs environnementaux, alors on a longtemps parlé de la durée de l'allaitement maternel et de l'introduction du gluten dans la diversification. On disait que plus on retardait l'introduction du gluten dans la diversification vers 6 à 12 mois, le plus longtemps possible, moins on aurait de susceptibilité à développer une maladie cœliaque. Mais on en est complètement revenu là-dessus. D'ailleurs, la diversification se fait de 4 à 6 mois avec d'emblée du gluten. Ça n'a rien à voir. Quelques facteurs déclenchants ont été évoqués, comme les infections gastro-intestinales, les chirurgies, la prise de médicamenteuse, préférentiellement l'interféron alpha. On retrouve plusieurs maladies qui sont associées à cette maladie cœliaque, qui sont des maladies auto-immunes, le diabète type 1, la thyroïdite d'Hashimoto, le syndrome de Down et la maladie de Sjögren. Maman. Quelques mots sur la physiopathe. Donc, comme on a dit, le gluten est toxique que chez les sujets qui sont génétiquement prédisposés. On ingère habituellement 10 à 15 grammes de gluten par jour. D'accord? Ces séquences peptidiques. Excusez-moi. Alors, je disais, nous ingérons habituellement 10 à 15 grammes de gluten par jour. Les séquences peptidiques toxiques de la gliadine sont relativement résistantes aux capacités enzymatiques digestives et peuvent parvenir intactes au contact de la muqueuse intestinale. D'accord? Donc, sans être dégradées. Ces fragments sont alors absorbés par l'épithélium. Voilà.
Ils sont alors absorbés par l'épithélium et arrivent dans le chorion au contact de la transglutaminase. D'accord? Ils arrivent au contact de la transglutaminase tissulaire dont ils sont des substrats et par leur richesse, en glutamine. Alors, la transglutaminase transforme par désamidation, voilà, elle transforme par désamidation les glutamines chargées positivement en résidus d'acide glutamique chargés négativement, ce qui permet alors leur liaison aux poches à peptides chargées positivement. Les molécules HLA, DQ2, DQ8, DQ2 et DQ8, qui sont situées à la surface des cellules présentatrices d'antigènes. Ces peptides désamidés sont reconnus par les lymphocytes TCD4. Voilà, cellules TCD4 intestinaux qui produisent alors des cytokines quand l'interféron gamma lié à l'interleukine 4 et le TNF-alpha, qui sont responsables des lésions inflammatoires et de l'atrophie villositaire. Cliniquement, qu'est-ce qu'on retrouve lors de la maladie cœliaque? Nous avons la maladie cœliaque classique. La maladie cœliaque classique que tout le monde connaît, qui se caractérise par la triade ballonnement, diarrhée et amaigrissement. Nous allons avoir un patient qui aura toujours un abdomen qui sera augmenté de volume, qui aura des diarrhées qui seront de gros volume. On dira que ce sont des diarrhées bouse de vache. Elles sont volumineuses, elles sont fétides, elles sont mauvaises, avec un amaigrissement et un retard staturopondéral chez l'enfant. D'accord? Avec un syndrome de malabsorption qui va se traduire par une pâleur, des troubles des phaneres. À quelle heure? Pâleur, des troubles des phaneres, de l'ostéoporose, un retard pubertaire, une ménopause précoce et voire des troubles de la fertilité. On aura quelques pathologies liées au gluten, comme des pathologies dermatologiques. Ce sera des dermatites herpétiformes, voilà, dermatite herpétiforme, que vous voyez ici. Kératose folliculaire, dermatite herpétiforme, la kératose folliculaire et l'aphthose buccale. Ce sont des lésions dermatologiques qui sont souvent retrouvées lors de la maladie cœliaque. Des manifestations neuropsychiatriques comme des troubles de la thymie, de l'ataxie, de l'épilepsie, des troubles visuels, des troubles hématologiques comme l'hyposplénisme avec thrombocytose. Bien sûr, avec les maladies qu'on a citées auparavant qui sont souvent liées à la maladie cœliaque. Sur le plan biologique, nous avons un syndrome de malabsorption biologique, comme on a dit, comme on a une atrophie villositaire. Ce gluten va agresser l'épithélium, en fait, il va entraîner une atrophie villositaire qui va entraîner à son tour une malabsorption des différents nutriments, comme le fer, ce qui va nous donner une anémie microcytaire hypochrome, comme la vitamine B9 qui va nous donner une anémie macrocytaire aussi, comme l'absorption de B12 aussi, qui est absorbée au niveau de l'ilion terminal en cas de maladie cœliaque qui est étendue. On aura une hypoalbuminémie par malabsorption de protéines, une hypocholestérolémie, etc. Pour les sérologies, nous avons plusieurs anticorps. Alors avant, on travaillait avec les antigliadines qui ont été délaissés par leur faible sensibilité et spécificité. Maintenant, nous travaillons avec les anticorps antitransglutaminase de type 2, IgA et IgG, car leur coût est moindre et le résultat du test est rapide. Nous avons aussi des anticorps anti-endomysium, type IgA et IgG, mais le coût de l'examen est élevé et il n'est à doser que si les anticorps antitransglutaminase de type 2 sont faiblement positifs. Nous avons aussi un troisième type d'anticorps qui est utilisé, qui sont les anticorps antigliadines des amidés, type IgA et IgG. Pourquoi on dit IgA et IgG? Parce que dans 2 à 3% des cas de maladie cœliaque, nous avons un déficit en IgA. D'accord? Donc, quand on a une suspicion de maladie cœliaque, nous allons tout d'abord doser les IgA totaux. Si on a un déficit en IgA, nous allons doser d'emblée les IgG. S'il n'y a pas de déficit en IgA, nous allons doser les IgA, les anticorps antitransglutaminase type 2, type IgA. D'accord? Nous avons d'autres tests qui sont les tests salivaires qui ont une spécificité qui est assez élevée. Par contre, la sensibilité est très basse, qui est à 54%. Voici un tableau qui résume les différentes sensibilités et spécificités des différents anticorps.
nous voyons très bien que nous avons l'anticorps antitransglutaminase de type IgA qui surpasse de loin tous les autres anticorps en matière de sensibilité. Et en matière de spécificité, ils sont à peu près égaux pour la gliadine désamidée, l'antitransglutaminase et l'anti-endomysium. Et vous remarquez aussi que la gliadine qui a été utilisée autrefois est de faible sensibilité et de faible spécificité. Sur le plan endoscopique, nous avons un aspect qui est assez, voilà, un aspect qui est assez, disons, évocateur. En temps normal, voici l'aspect d'un duodénum. Nous avons des plis qui sont de hauteur assez importante. Ça dépend, là, il y a une petite insufflation, c'est pour ça qu'on les voit comme ça. Les espaces qui ne sont pas très élargis, une muqueuse qui est plutôt lisse, d'accord? Mais au cas de maladie cœliaque, nous allons avoir différents aspects, comme un aspect festolé des plis duodénaux, une fissuration sur les plis et aspect en mosaïque de la muqueuse, un aplatissement des plis, une absence de villi lors de l'agrandissement, un aspect granuleux du bulbe duodénal. Ça, vous allez voir les différents aspects. Là, vous allez avoir en timbre poste, voilà. Aspect assuré en timbre de poste, des sommets des plis. Un aspect en mosaïque. Ça c'est un aspect en mosaïque avec disparition des plis. Ça, c'est un aspect assuré, complètement assuré des sommets des plis duodénaux. Donc, quand on retrouve cet aspect-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a un patient qui vient, qui a des signes cliniques évocateurs d'une maladie cœliaque ou un antécédent familial d'une maladie cœliaque avec quelques signes cliniques évocateurs d'une maladie cœliaque. Qu'est-ce qu'on fait? On va demander à ce patient de nous faire un bilan de malabsorption, d'accord? On va voir s'il a une malabsorption ou pas. On voit qu'il a une malabsorption. Qu'est-ce qu'on va faire secondairement? On va demander les anticorps, antitransglutaminase et des IgA totaux, donc qui vont nous orienter. Si ces anticorps sont positifs, nous allons faire une fibroscopie. L'endoscopie haute qui va nous révéler cet aspect-là en cas de maladie cœliaque. Qu'est-ce qu'on fera après? On fera des biopsies. 4 biopsies au niveau du duodénum et 2 au niveau du bulbe. Pourquoi 2 au niveau du bulbe? Car il existe des maladies cœliaques en patchy, c'est-à-dire qu'il y a des zones qui sont atteintes et d'autres zones non. Pour ne pas tomber sur une zone qui n'est pas atteinte, donc c'est un patchy, ça veut dire que c'est des morceaux de muqueuse qui sont atteints et d'autres non. Pour ne pas tomber sur une muqueuse, sur le bout de muqueuse qui est plutôt sain, donc on va maximiser le nombre de biopsies. Donc 4 au niveau du duodénum distal et 2 au niveau du bulbe. On retrouvera histologiquement les signes qui sont pathognomoniques de la maladie cœliaque, qui sont une atrophie villositaire totale ou subtotale, une hypertrophie des cryptes, un infiltration lymphoplasmocytaire du chorion et une lymphocytose intraépithéliale qui sera supérieure à 25, 30 ou 40 selon les écrits. D'accord? Voici une muqueuse intestinale normale au microscope électronique. Et voici une muqueuse intestinale atrophiée chez une personne qui a une maladie cœliaque. Vous voyez des petits points ici qui sont l'infiltrat lymphoplasmocytaire. Vous voyez l'hypertrophie. Excusez-moi. Avec une atrophie villositaire totale ou subtotale, nous n'avons plus de plis, etc. Donc, l'anatomopathologiste nous classera cet aspect selon la classification de marche 1 à marche 3C, d'accord, selon la lymphocytose intraépithéliale, l'hyperplasie des cryptes et l'atrophie villositaire, d'accord. Donc, un marche 1, il s'agit d'un patient qui a une lymphocytose intraépithéliale qui sera supérieure à 30% champ, d'accord. Un marche 2, ça sera une lymphocytose intraépithéliale supérieure à 30% champ avec une hyperplasie des cryptes. Un marche 3A, ce sera une lymphocytose intraépithéliale qui sera supérieure à 30 avec une hyperplasie des cryptes et une atrophie villositaire, partielle. Un marche 3B, ce sera une atrophie villositaire subtotale et un marche 3C, une atrophie villositaire totale. D'accord?
Alors, comme on a dit, pour le diagnostic, en cas de suspicion clinique d'une maladie cœliaque ou chez un sujet à risque, c'est-à-dire qu'il a un parent du premier degré qui a une maladie cœliaque et cette personne a aussi d'autres maladies comme par exemple un diabète type 1. Donc, on fera une sérologie de dépistage avec les IgA antitransglutaminase avec un dosage pondéral des IgA. Si si cette sérologie est positive, nous allons faire une endoscopie haute avec biopsie intestinale. L'histologie intestinale, si elle est évocatrice d'une atrophie villositaire, le patient sera étiqueté comme porteur d'une maladie cœliaque. Dans le cas où le patient fait une endoscopie dans un autre cadre, par exemple, s'il vient pour une épigastralgie, qu'on lui fait une endoscopie, on retrouve une atrophie villositaire. On fera secondairement, dans ce cas-là, on fera des biopsies. Excusez-moi. On fera des biopsies duodénales et bulbaires. On fera secondairement une sérologie de dépistage avec des IgA antitransglutaminase et un dosage pondéral des IgA. Si c'est positif, le patient sera étiqueté comme étant un cœliaque. Si c'est négatif, on fera une recherche de l'HLA DQ2 et DQ8. Si elle est positive et nous n'avons pas d'autres causes d'atrophie villositaire, il sera étiqueté comme maladie cœliaque. Si elle est négative, donc ce patient n'aura pas une maladie cœliaque. D'accord? Les autres causes d'atrophie villositaire sont par exemple l'infection HP, une maladie de Whipple, un lymphome ou autre. Alors, il faut savoir que le spectre clinique de la maladie cœliaque est très variable. Nous voyons en consultation que la partie visible de l'iceberg. Vous allez voir cet iceberg un peu partout quand vous allez lire sur la maladie cœliaque. Les patients symptomatiques qui ont la symptomatologie qui est claire et nette avec ballonnement, diarrhée et amaigrissement sont très peu nombreux. D'accord? Ces personnes symptomatiques ont déjà des lésions histologiques et ont déjà des anticorps qui sont positifs. La plupart des patients ne sont pas symptomatiques. On parle de maladie cœliaque silencieuse chez les patients qui ont des lésions histologiques, des anticorps positifs, mais ne sont pas symptomatiques. On parle de maladie cœliaque latente chez des patients qui ont des anticorps positifs, mais qui n'ont pas de lésions histologiques. C'est-à-dire qu'ils vont secondairement développer ces lésions histologiques. Et il y a une grande majorité de sujets sains qui développeront secondairement ces lésions histologiques et positives. Et chez tous ces patients, il y aura un point commun qui sera la susceptibilité génétique HLA-DQ2 ou DQ8. Concernant le diagnostic différentiel, nous avons parlé des causes d'atrophie villositaire qui sont pullulation bactérienne, tuberculose, infection par giardiase, maladie de Crohn, maladie de Whipple, syndrome de Zollinger-Ellison, infection VIH, lymphome, prise médicamenteuse. Dans toutes ces pathologies, nous pouvons avoir une atrophie villositaire qui va nous induire à tort vers le diagnostic d'une maladie cœliaque, d'où la nécessité d'avoir une sérologie et une anapathie. La maladie cœliaque, il ne faut pas confondre maladie cœliaque avec hypersensibilité au gluten, qui se caractérise cliniquement par des signes digestifs et extradigestifs de la maladie cœliaque, d'accord? Donc, le patient aura un ballonnement, aura un mal-être abdominal, mais par contre, il n'aura pas, sa sérologie ne sera pas négative et son histologie sera normale, d'accord? Et aussi, il ne faut pas confondre avec l'allergie au gluten, qui est une réaction d'hypersensibilité immédiate qui est médiée par les IgE. Il s'agit du lymphome malin non-Hodgkinien du type T, d'accord? Il englobe moins de 1% des lymphomes malins non-Hodgkiniens, mais il est associé dans 80 à 90% des cas à une maladie cœliaque. Alors, chez un patient chez qui on découvre un lymphome malin non-Hodgkinien de type T intestinal, d'accord? Il faudra automatiquement rechercher une maladie cœliaque sous-jacente, une maladie cœliaque dans l'enfance ou dans l'âge jeune qui n'aura pas été suivie, qui n'aura pas été traité, entre guillemets. Le patient n'aura jamais suivi de régime sans gluten, ça aurait été méconnu. Deuxième complication, il s'agit de lymphome malin non-Hodgkinien de type B, qui est beaucoup plus rare.
Nous avons une autre complication, il s'agit de la sprue réfractaire, qui est définie par une absence d'amélioration clinique et histologique après 12 mois de régime sans gluten bien conduit, en l'absence d'une affection maligne. Nous avons aussi la jéjuno-iléite, c'est-à-dire bon, pour la sprue réfractaire, c'est-à-dire que c'est un patient pardon, qui a une maladie cœliaque, qui a été diagnostiquée, chez qui on impose chez qui on met en place un régime sans gluten. Le patient suit son régime sans gluten pendant 12 mois, mais il n'y aura pas d'amélioration ni clinique ni histologique. D'accord? La jéjuno-iléite ulcéreuse, qui est... On va t'asseoir. La jéjuno-iléite ulcéreuse, qui est un état précancéreux. On va s'asseoir. L'augmentation du risque global des cancers oropharyngés, de l'œsophage, la déca du grêle, du côlon et des stérilités inexpliquées. Toutes ces pathologies se voient augmenter en cas de maladie cœliaque. Les cas d'avortement à répétition, d'accord? Des troubles ostéo-articulaires à type d'ostéoporose et de fractures osseuses, ainsi que des hépatopathies comme la stéatose, l'hépatite auto-immune et la CBP qui peuvent être associées à une maladie cœliaque. Alors, le traitement, c'est le traitement le plus simple qui soit. Il s'agit d'une éviction totale et complète et à vie de gluten. Le problème, c'est que ça a beau être simple sur papier, mais c'est compliqué à mettre en route. Pourquoi? Parce que le gluten, ce n'est pas si facile que ça. Il se cache partout. Il se cache dans la farine, c'est bien évident, mais il est utilisé aussi dans l'industrie agroalimentaire comme je dirais pas émulsifiant, mais comme on le rajoute dans à peu près tout ce qui est conserve, dans tout ce qui est jus en boîte, dans tout ce qui est, même dans les bonbons, dans le médicament, d'accord? On l'utilise comme excipient, d'accord? Donc, il faudra connaître les composants des différents aliments qu'on mange pour éviter ce gluten. Et remplacer ce gluten par des différentes farines, comme la farine de riz, de pois chiches, la farine d'amande, etc. Et d'avoine aussi. L'avoine, s'il n'y a pas de contamination, ne contient pas de gluten. Donc, on a dit régime sans gluten strict à vie avec une exclusion de tous les aliments naturels ou industriels contenant des produits dérivés du blé, du seigle et de l'orge, les boissons maltées, les sodas, les médicaments avec gluten, les colorants, les émulsifiants, les additifs. Il faudra lire chaque composition des aliments et des médicaments ainsi que des produits consommables. La prise en charge d'un malade cœliaque est multidisciplinaire. Il inclut le médecin gastroentérologue ou le généraliste qui a mis le doigt sur cette maladie cœliaque, un nutritionniste qui va réhabituer le patient, Il s'agit d'une rééducation alimentaire, d'accord? Le psychologue, parce que c'est difficile quand même de changer complètement son alimentation. Surtout chez nous, dans le bassin méditerranéen, nous avons une alimentation qui est très riche en gluten. Il faut aussi éduquer la famille parce qu'il s'agit d'inclure tout le monde dans ce régime et pour ne pas faire sentir le patient qu'il est exclu de la famille, ainsi que d'inclure le patient dans les différentes associations de patients. Après un régime sans gluten bien conduit, on remarquera une amélioration clinique ainsi qu'une correction des carences qui sera assez rapide, en 1 à 3 mois. Une négativation des anticorps qui sera vue après 6 à 12 mois de régime sans gluten et une régression de l'atrophie villositaire qui se verra après 12 à 24 mois de régime sans gluten. C'est bon. En conclusion, euh, excusez-moi.
En conclusion, la prévalence de la maladie cœliaque est élevée et avec un sous-diagnostic très probable. Elle est à considérer à tout âge, de l'enfance à l'âge adulte. Pardon, à l'âge adulte. Il s'agit d'une maladie dysimmunitaire et systémique et qui n'est pas uniquement digestive. Nous avons vu qu'elle était accompagnée par des manifestations qui étaient extradigestives, comme les manifestations cutanées, ostéo-articulaires, etc. Son spectre de sévérité clinique est très large et le régime sans gluten strict est imposé à vie. Voilà. Je vous remercie pour votre compréhension et désolé pour le bruit de fond. Plusieurs tumeurs peuvent toucher le grêle avec différents types histologiques et dont la prise en charge elle est complètement différente. Mais actuellement, avec donc les avancées récentes des examens paracliniques, on a une meilleure exploration de l'intestin grêle. Donc essentiellement par l'événement de l'entéroscan et l'entéro-IRM et la vidéocapsule qui nous ont permis de mieux donc, explorer le grêle. Donc, pour l'épidémiologie, bien sûr, vous pouvez poser des questions au fur et à mesure si vous n'arrivez pas à suivre. Donc d'abord, il faut savoir que chez des tumeurs qui sont rares, comme on vient de le dire, ça représente 1 à 5% de l'ensemble des tumeurs gastro-intestinales. L'incidence annuelle des tumeurs du grêle, elle est de 1,1 à 1,9 million par habitant dans les pays développés, avec une prévalence de 0,6%. Pour l'âge et le sexe, donc les tumeurs du grêle, elles peuvent se voir à tout âge. Elles sont le sujet de moyen âge. Elles touchent donc de façon équivalente donc les deux sexes. Donc le sexe ratio en général est égal à 1. Pour les facteurs environnementaux, donc il faut savoir donc plusieurs études ont retrouvé le rôle de la consommation de l'alcool, de la bière et du tabac dans le survenu des tumeurs de l'intestin grêle. D'autres études suggèrent que la consommation de certains aliments, comme la viande rouge, le sucre et les féculents, diminueront le risque augmente le risque de cancer. Par contre, donc en contrepartie, la consommation de fibres, de fruits et de légumes permet de protéger, voire diminuer le taux d'incidence. Donc, pour la prédisposition génétique, donc, il y a 3 pathologies qui peuvent prédisposer à la survenue de tumeurs de l'intestin grêle. Donc, en principe, vous les avez fait donc, lors de l'étude du cancer du côlon. Donc, c'est les polyposes adénomateuses familiales, c'est le cancer colorectal héréditaire non polyposique et le syndrome de Pett-Jenkins. Donc, pour le PAF, donc, c'est une mutation donc, du gène APC qui siège au niveau du chromosome 5. Qu'elle se manifeste par la survenue de nombreux polypes. Donc, par définition, on dit que dans le côlon, il y a au moins une centaine de polypes. Et c'est des lésions qui peuvent dégénérer, responsables d'un adénocarcinome essentiellement colorectal. Ces polypes peuvent survenir au niveau du grêle, qui peuvent dégénérer, donnant donc un adénocarcinome grélique. La deuxième pathologie, c'est le cancer colorectal héréditaire non polyposique, HMPCC. C'est une pathologie autosomique dominante, responsable donc due à la mutation constitutionnelle du gène mismatch-repair. Donc, ce gène a un rôle dans la réparation de l'ADN. Lorsqu'il y a une erreur dans la synthèse de l'ADN, ce gène-là, il intervient dans la réparation. Donc, lorsqu'il est muté, donc, il n'y a pas de réparation, ce qui va être responsable du développement des tumeurs. On a trouvé que le risque de développer une tumeur maligne dans le grêle est variable selon les études. Donc, de ce fait, il n'est pas recommandé d'effectuer un dépistage systématique. Donc, le risque de dégénérescence n'est pas bien étudié, donc il n'y a pas d'intérêt de faire un dépistage systématique. La troisième pathologie, c'est le Pett-Jenkins. C'est une hyperpigmentation cutanée muqueuse qui se voit au niveau essentiellement des lèvres, au niveau des mains, au niveau des organes génitaux, associée à des polypes intestinaux de nature hémartomateux. En général, les polypes hémartomateux, c'est des polypes qui ne dégénèrent pas, mais lorsqu'il y a une composante adénomateuse, elles peuvent être responsables d'une dégénérescence. Essentiellement, dans le Pett-Jenkins, les polypes se voient au niveau du grêle,
Et le motif de consultation, souvent, parce qu'elle se voit chez les sujets jeunes, c'est l'invagination. Lorsqu'il y a un polype au niveau du grêle, il va s'invaginer, il va donner une action occlusive, ce qui va mener le malade à consulter. Et par la suite, lors de l'exploration, on tombe sur cette pathologie. Donc, pour les pas de maladies prédisposantes, on a dit la prédisposition génétique et les maladies prédisposantes, c'est-à-dire les maladies qui peuvent dégénérer avec le temps. On a essentiellement deux pathologies. C'est la maladie de Crohn. Lorsque le délai d'évolution dépasse 10 ans, on sait que la maladie de Crohn, elle touche tout le tube digestif, de la bouche jusqu'à l'anus, y compris le grêle. Lorsqu'il y a une atteinte du grêle avec un délai d'évolution de la maladie qui dépasse les 10 ans, il y a un risque de dégénérescence. La maladie cœliaque, il faut savoir qu'elle touche essentiellement du duodénum et les jejunum, mais lorsqu'il y a une maladie cœliaque, enfin, vous venez de le faire, il y a un risque accru de dégénérescence, essentiellement le grêle. Le tube histologique le plus fréquent, c'est le lymphome T, lorsqu'il est au régime non suivi ou lorsqu'il y a une résistance au régime. On arrive au chapitre études anatomo-pathologiques. Donc, il y a deux types de tumeurs. On a les tumeurs malignes et les tumeurs bénignes. Pour les tumeurs malignes, donc par ordre de fréquence, donc il y a plusieurs sous-types. Par ordre de fréquence, c'est l'adénocarcinome, c'est les tumeurs carcinoïdes, c'est les lymphomes, les tumeurs stromales. Par la suite, il arrive le reste, l'héliosarcome et les métastases. On commence par les adénocarcinomes. C'est les tumeurs les plus fréquentes. Elles touchent de l'intestin grêle, représentent 37% des tumeurs du grêle. L'âge de découverte, c'est à partir de 60 ans. Sur le plan macroscopique, c'est des formes qui sont bourgeonnantes, polylobées, un développement endoluminal. On peut avoir des formes sténosantes, circonférentielles et surobourgeonnantes. Sur le plan microscopique, la prolifération tumorale est généralement bien différenciée et on parle d'adénocarcinome tuberculien. Donc ici, on a sur ce schéma donc une tumeur, donc un adénocarcinome du grêle, donc qui est végétant, avec une infiltration donc néoplasique qui touche la muqueuse et la musculeuse. Le type histologique, c'est les tumeurs carcinoïdes ou les tumeurs neuroendocrines. C'est 20 à 30% des tumeurs du grêle. Donc, on les suivi, donc elle se caractérise par la possibilité d'avoir des méta-hépatiques et ganglionnaires, mésentériques. Par contre, un délai d'évolution, un potentiel évolutif qui est faible. Donc, en général, c'est des malades qui évoluent à bas bruit. Donc, l'évolution, elle peut aller jusqu'à 15 ans, contrairement au adénocarcinome dont le délai d'évolution est plus rapide. Il faut savoir que le tumeur carcinoïde se situe dans 70% dans le tube digestif. Et l'atteinte gastro-intestinale, donc c'est le grêle qui est la localisation la plus fréquente, c'est 21%. Lorsque le grêle est atteint, l'atteinte, donc l'ilion terminal, il représente 85% des atteintes. On peut avoir aussi une atteinte du diverticule de Meckel. Donc, sur le plan macroscopique, les tumeurs carcinoses, c'est des tumeurs neuroendocrines bien différenciées, développées aux dépens des cellules entérochromatophiles du tube digestif. Cette cellule-là, elle appartient au système APUD. C'est le système donc, endocrinien diffus. En général, c'est des tumeurs qui sont peut-être rondes ou polypoïdes, bien limitées. Elles ne sont pas capsulées. Elles siègent au niveau de la couche profonde de la muqueuse et la sous-muqueuse. Elle peut infiltrer toutes les couches de la paroi et entraîner une réaction desmoplastique rétractant la sciure et la musculaire. Ce qui peut être responsable, c'est un dent occlusive par la suite. Sur le plan microscopique, c'est des cellules épithéliales monomorphes. L'origine neuroendocrine, elle peut être démontrée par l'étude microscopique. Donc, on doit faire donc, une étude immunohistochimique, une étude donc, au microscope électronique. Sur le microscope électronique, on va trouver des grains sécrétoires. Ça témoigne que c'est des tumeurs qui sécrètent des hormones. Et sur le plan immunohistochimique, on va trouver les différents peptides, essentiellement la chromatogranine.
Donc la chromatographie, lorsqu'elle est présente, elle est donc témoin que c'est une tumeur qui est neuroendocrine, qui sécrète donc des hormones. Donc c'est une tumeur carcinogène du grêle. Elle, en général, elle est arrondie. On voit qui atteint le jejunum, sans effacement de la muqueuse. Donc la muqueuse, elle est respectée. On peut avoir un envahissement de la sous-muqueuse, comme vous voyez ici, un envahissement de la sous-muqueuse avec extension transmurale. Donc toute la paroi, elle est atteinte. Sur le troisième photo, c'est des anticorps, donc antichromatographine. Donc lorsqu'ils sont présents, ça témoigne que la tumeur, elle est sécrétante. On arrive au troisième chapitre. Donc les lymphomes, il faut savoir que les lymphomes représentent le troisième type, c'est les lymphomes. Donc les lymphomes représentent 10 à 30% des tumeurs du grêle. 45% des patients qui sont atteints d'un lymphome non hodgkinien ganglionnaire. Donc 45% des patients qui ont un lymphome non ganglionnaire, on a une atteinte digestive associée. Les atteintes lymphomateuses primitives ne représentent que 8%. Donc toujours, il y a donc une pathologie sous-jacente. Sur le grêle, donc le siège préférentiel, c'est les structures lymphoïdes. C'est à partir de là que la tumeur va se développer. Et donc, elle va toucher la partie profonde de la muqueuse et la sous-muqueuse. L'extension peut être nodulaire, endoluminale ou vers la séreuse extraluminale. Ces tumeurs, contrairement aux tumeurs carcinoïdes, ça ne donne pas une réaction fibreuse. Donc, du coup, il n'y a pas de complications type occlusion ou invagination. En général, dans les lymphomes, c'est donc la manifestation soit une hémorragie ou un syndrome de malabsorption. Donc, une classification. Donc, rapidement, ce qu'il faut savoir qu'il y a deux types, c'est les lymphomes B et les lymphomes T. Donc, les lymphomes T, en général, associés à une maladie cœliaque, ce qu'il faut retenir. Pour les lymphomes B, il y a trois types. Donc, les types donc, pré-centre germinatif, c'est le lymphome à manteau. Au centre folliculaire, c'est la petite cellule à grande cellule, c'est le MALT, ce qui est connu par le MALT. Et le post-germinatif, post-centre germinatif, c'est les MALT essentiellement. Donc, on arrive au quatrième type de tumeur maligne, donc du grêle, c'est les gystes. Les gystes, c'est quoi? C'est des tumeurs conjonctives, donc elles se développent à partir du tissu conjonctif, sous forme des cellules fusiformes développées à partir des cellules pacemaker. Donc, les cellules de Kagel, c'est celles responsables de l'initiation du flux nerveux. Donc, on parle de cellules pacemaker. Elles surviennent à tout âge, mais un pic est en général entre 50 et 60 ans. Selon la classification OMS, les gystes, elles se développent aux dépens du tissu conjonctif et elles se caractérisent par l'expression du marqueur CD117. Communément on appelle la protéine qui code pour la protéine KIT ou c-KIT. Donc, selon la classification de 2002, il faut savoir que les gystes possèdent un risque potentiel de maladie. C'est des tumeurs qui ne sont pas malignes, mais elles peuvent dégénérer. C'est pour ça qu'elles doivent être adéquates. Si vous n'arrivez pas à suivre, vous me dites, s'il vous plaît. Donc ici, donc les tumeurs stromales, donc elles se développent à partir du tube, à partir du tissu conjonctif. On peut avoir un développement endoluminal ou exoluminal. Par exemple, ici, c'est un développement qui est exoluminal, donc en dehors de la paroi. C'est des tumeurs qui sont sous-muqueuses, donc elles touchent la partie sous-muqueuse. Donc elle est épargnée, donc la muqueuse elle est d'aspect normal. Par contre, le développement se fait à partir de la sous-muqueuse. Et c'est des tumeurs qui expriment les anticorps anti-CD17, qui est l'élément clé du diagnostic du gyste. On termine par les lémyosarcomes et les métastases. Il faut savoir que les lémyosarcomes, c'est les sarcomes les plus fréquents du tube digestif. Ils sont souvent asymptomatiques. On peut avoir une atteinte isolée sans une atteinte cutanée dans 10% des cas.
La localisation du grêle du sarcome de Kaposi se rencontre au cours du sida. Ils sont associés à une atteinte cutanée muqueuse. Donc, essentiellement, on peut voir des masses abdominales qui refoulent les onces gréliques. Certaines formes, elles peuvent être nécrotiques, très nécrotiques. Pour les métastases, ce sont les tumeurs, donc tumorat unique ou multiple du grêle, correspondent par extension par voie lymphatique ou hématogène. Donc, essentiellement, se voit lors des mélanomes, les tumeurs malpighiennes du col utérin, bronchiques ou œsophagiens, et les adénocarcinomes, tels que le rein, sein, estomac, pancréas ou vésicule biliaire. Pour les tumeurs bénignes, on a trois types histologiques. C'est les adénomes, les lyomyome et les lipomes. Donc, les tumeurs bénignes, c'est 70% des tumeurs du grêle. Essentiellement, c'est les tumeurs du grêle sont essentiellement des tumeurs bénignes. Ils peuvent être asymptomatiques. On a les adénomes. On a dit que c'est des polypes, donc les plus fréquents de l'intestin grêle, ou les polypes adénomateux. C'est des polypes les plus fréquents de l'intestin grêle. Elles se développent à partir des glandes muqueuses de Berner qui se caractérisent par une dysplasie survenant sur une architecture type vuleux ou vuleux. C'est la dysplasie qui va être le lit de la transformation maligne. La composante vileuse dont la proportion doit être spécifiée est un élément essentiel de cette transformation. Donc, pour un polype va dégénérer et doit passer par la dysplasie. Et la dysplasie, elle est liée essentiellement par la composante vileuse. Plus il y a une composante vileuse qui est importante, plus le risque de dégénérescence est important. Un autre facteur prédictif de transformation maligne, c'est la taille. En général, donc plus la taille elle est importante, elle dépasse les 1 cm, plus que le risque de dégénérescence est important. La plupart des adénomes, elles sont de façon sporadique, mais elles peuvent se voir lors des maladies héréditaires, comme les plaques. On vient en parler. Les lyomyome, on a dit l'hémosarcome, c'est le tumeur maligne. Les lyomyome, c'est des tumeurs qui sont bénignes, qui sont symptomatiques. En général, sont symptomatiques. Ils sont trouvés tout le long du grêle, avec une prédominance au niveau du jejune. C'est des tumeurs donc, les plus souvent découvertes après 40 ans, et le sexe ratio il est égal à 1. Macroscopiquement, c'est des tumeurs sous-muqueuses. Ça veut dire la muqueuse donc, sont recouvertes par une muqueuse d'aspect normal, et le développement il est en profondeur, il est en sous-muc. On peut avoir un développement intraluminal ou extramural, donnant ainsi un aspect en sablier. Les tumeurs elles se développent à partir de la musculeuse. Donc, l'hémiome, c'est la musculeuse, avec une possibilité d'ulcération ou de nécrose centrale. C'est pour ça qu'il y a un risque d'hémorragie important. C'est le symptôme, c'est le signe de diagnostic le plus fréquent, c'est l'hémorragie digestive. Les lipomes, c'est la même chose, c'est des tumeurs qui sont sous-muqueuses, développées à partir des tissus adipeux. Donc, quand on parle de tumeurs sous-muqueuses, ça veut dire que c'est des tumeurs donc, recouvertes par une muqueuse saine et de développement il est en profondeur. C'est des tumeurs qui sont bénignes, le risque de dégénérescence est nul, elle peut être pédiculée ou sicile. L'aspect caractéristique, il est jaunâtre. Donc, quand on voit un lipome, on ne risque pas de le zapper parce que l'aspect il est caractéristique en un aspect jaunâtre. Dans certaines situations, elle peut être ulcérée ou nécrosée au centre, ce qui pose un diagnostic différentiel avec les lymphs. Dernièrement, c'est les hémarthromes. C'est des tumeurs tumorales suite à une malformation, suite à c'est un défaut de construction donc, du réseau vasculaire. Elle se voit essentiellement au niveau donc, des Pudgekers, c'est les polypes juvéniles. On a dit que le risque de dégénérescence il est zéro, mais par contre, lorsqu'il y a un contingent adénomateux, à ce moment-là, ces tumeurs peuvent dégénérer. On arrive au chapitre le plus important, c'est l'étude clinique. En général, le délai de diagnostic il est lent, elle peut aller de 6 à 8 mois. Comme signe fonctionnel,
généralement, comme le grêle est une zone qui est mal explorée, donc c'est une zone qui est muette du tube digestif, en général, les signes cliniques sont négatifs, c'est-à-dire le malade il peut rester longtemps asymptomatique. Les circonstances de découverte, elles dépendent en partie de la nature de la tumeur et de sa taille et de son siège. Les signes cliniques les plus fréquents, c'est d'abord la douleur abdominale. Elle peut être postprandiale, déclenchée par la prise alimentaire. Ça témoigne d'un accès subocclusif, par exemple. Elle est en général liée à une diminution de la lumière intestinale, mais elle peut être aussi secondaire à un phénomène inflammatoire. Donc, lorsque la lumière elle est réduite, quand le malade il va manger, donc il y a des difficultés que le bol alimentaire dépasse la zone rétrécie, responsable de douleur. Ou par contre, lorsqu'il y a une inflammation, il y a une ulcération nécrose tumorale, c'est la même chose. Le contact avec le bol alimentaire, elle va déclencher la douleur. On peut avoir des troubles digestifs aussi, ils sont révélateurs dans un tiers des cas. On peut avoir de la diarrhée, constipation ou alternance diarrhée-constipation. Dans certaines situations, on peut avoir un syndrome de Koenig. Le syndrome de Koenig, c'est les accès subocclusifs. Troisième signe, c'est l'hémorragie digestive, type méléna ou rectorragie, en général occulte, ça veut dire d'évolution lente. C'est un malade qui saigne à bas bruit pendant des années. Dans certaines situations, elle peut être abondante, de grande abondance. À ce moment-là, il y a un problème de stratégie diagnostique. Car ce malade il va se présenter dans le cadre d'urgence. Et pour explorer le grêle, toujours c'est un problème, vu que c'est un organe qui n'est pas accès, on n'a pas accès facile au grêle, ni par la fibre, ni par la colo. Donc on va le voir par la suite. Il y a d'autres examens qui permettent de mieux explorer le grêle. Quatrième signe clinique, c'est une masse abdominale. Elle peut être révélatrice dans 31% des cas. La masse, elle peut être variable. En général, elle est mobile et grossièrement régulière. Certaines situations, elle peut former un boudin d'invagination intestinale chronique. Dans certaines situations, on peut voir un tableau d'urgence chirurgicale sous forme d'occlusion intestinale aiguë ou péritonite par perforation du grêle. Cela se voit essentiellement pour des lymphomes et de l'hémiosarcome. On peut voir des vomissements lorsque les tumeurs touchent la partie proximale du grêle. Donc, c'est des vomissements postprandiaux. On peut voir un syndrome carcinoïde et les caractéristiques des tumeurs carcinoïdes. On a des tumeurs carcinoïdes, des tumeurs neuroendocrines qui se déploient à partir du système APUD. Donc, lorsque la tumeur elle est sécrétante, on aura donc un syndrome carcinoïde. Il est fait de flush, diarrhée motrice, une atteinte cardiaque. Cette triade, elle est caractéristique du syndrome carcinoïde. Donc, c'est un tableau qui récapitule les différents signes cliniques et donc la fréquence de chaque signe. Donc, on peut avoir des signes généraux, type fièvre, pâleur cutanée muqueuse, anorexie, asthénie et amaigrissement. À ce moment-là, il faut penser à une dégénérescence. L'examen physique. Donc, l'examen physique, en général, il peut être normal, surtout si la tumeur elle est asymptomatique ou de découverte fortuite en péropératoire. D'autres cas, l'examen peut trouver une sensibilité abdominale, une masse abdominale. Donc, à ce moment-là, il faut préciser caractères sémiologiques, taille, contour, sensibilité, mobilité par rapport au plan profond et superficiel. On peut avoir un ballonnement abdominal, une défense abdominale, un tympanisme et des bruits hydroaériques. L'examen des aires ganglionnaires est très important à la recherche des métaganglionnaires, éventuellement ganglions de Troisi. On arrive au chapitre donc, études paracliniques. La biologie, elle n'est pas faite à visée diagnostique, mais elle peut apporter des éléments positifs, orientant vers une étiologie précise. Donc, s'il y a une hyperleucocytose, ça veut dire qu'il y a une infection, probablement il y a un abcès sous-jacent. Elle permet également d'apprécier l'état physiologique du malade et mesurer le retentissement. Donc, c'est pour ça qu'on va demander une FNS à la recherche d'une anémie.
Donc, on a dit quand il y a un saignement qui est occulte, on va voir une anémie hypochrome microcytaire ou une hyperleucose, on vient de le dire, s'il y a une infection ou un abscesse sous-jacent. L'ionogramme, on va rechercher essentiellement un syndrome de malabsorption, vu que la grêle, il y a un rôle important dans la malabsorption. Donc, toute atteinte du grêle, elle peut s'accompagner d'un syndrome de malabsorption. Donc, les éléments qui orientent vers un syndrome de malabsorption, c'est l'hypoprotéinémie, avec une hypabulimie associée, l'hypocalcémie, les carences vitaminiques et les carences vitaminiques. Les marqueurs tumoraux, donc une augmentation de un de ces trois paramètres, la sérotonine, la chromographie, les 5-HIA, doivent évoquer le syndrome tumeur carcinoïde. Donc pour les marqueurs tumoraux, donc il n'y a pas des marqueurs qui sont spécifiques pour le grain, mais essentiellement pour le carcinoïde, on a les trois marqueurs qui sont très spécifiques pour le tumeur carcinoïde. Je répète, c'est la sérotonine, la chromographie et les 5-HIA. On arrive au bilan lésionnel, l'ASP. En général, la rentabilité diagnostique, elle est nulle, mais elle garde sa place dans les axes occlusifs. Donc, il peut montrer des niveaux hydroaériques, qui peut être grilliques ou coliques, des métaosseuses, lorsque la tumeur elle est maligne, un pneumopéritoine, lorsqu'il y a une perforation. Donc, lorsque la tumeur elle est infiltrante ou nécrosante, avec des ulcérés, elle peut être responsable d'une perforation. À ce moment-là, on va trouver un tableau de péritonite sur l'ASP. Il faut chercher un pneumopéritoine. L'échographie, c'est le deuxième examen à faire. Donc, l'échographie, elle évalue l'épaisseur de la paroi et les couches pariétales et permet également de mesurer la souplesse. Les caractères échographiques des tumeurs varient en fonction des types histologiques. Certaines tumeurs peuvent se révéler par des invaginations. On a dit que donc, lorsqu'il y a des polypes ou une masse importante, elle peut donner une invagination. À ce moment-là, l'échographie, elle apprécie bien donc les invaginations. Elle permet de poser le diagnostic facilement, donc avec l'image classique en cocarde ou en sandwich. L'échographie aide aussi à retrouver une acide, une adénopathie profonde ou des méta-hépatiques et viscérales. Mais pour le diagnostic, elle n'est pas très spécifique donc pour les petites tumeurs. Donc, les petites tumeurs, on a essentiellement, c'est le scan et l'IRM qu'on va les voir par la suite. Le scanner, il permet d'identifier les tumeurs volumineuses à développement extramural, mais elle permet aussi de mettre en évidence un syndrome d'obstacle total ou subtotal avec une sténose et dilatation segmentaire du grêle en amont. Elle permet de trouver un épaississement pariétal segmentaire ou diffus, une infiltration nodulaire du mésentère et rechercher si une carcinomateuse acétique ou sèche. Donc, essentiellement, c'est les différents, donc, indiquent les différents éléments qu'on peut le trouver lors d'un scanner. Mais le problème avec le scan, c'est qu'il n'est pas exploré donc, la totalité du grêle, parce que donc, lorsqu'il y a une atteinte de la paroi, elle est collabée, donc on n'apprécie pas bien l'épaississement et des fois, on peut confondre entre paroi normale collabée et un épaississement pariétal. C'est pour ça, donc, il y avait l'événement de l'entéroscanner. L'objectif, c'est avoir une distension optimale. Donc, on doit remplir le grêle avec une soluté qui permet donc de dilater le grêle et mieux apprécier, mieux examiner la paroi grélique. Donc, on va utiliser un produit qui contraste suffisamment avec la paroi, type mannitol. Il permet l'examen idéal pour le diagnostic de la tumeur primitive, avec un aspect très caractéristique permettant de suggérer le type tumoral exact. Ça veut dire sur l'entéroscan, on peut dire que c'est une tumeur qui est bénigne ou c'est une tumeur qui est maligne. On peut dire que c'est un léniosarcome à développement sous-muqueux, endoluminaire ou exoluminaire, ou c'est une tumeur carcinoïde sécrétante par exemple. Dernier point, l'entéroscan, il permet un staging péropératoire avec un bilan d'extension ganglionnaire et métastatique. Il permet aussi de faire le suivi post-thérapeutique. Donc, on voit ici l'intestin grêle, comment il est dilaté. Donc, la dilatation, elle est induite par le mannitol. Donc là, on voit une tumeur, elle prend le contraste
elle est irrégulière et obstrue complètement la lumière. Vous voyez ici, elle obstrue complètement la lumière. Elle correspond à un adénocarcinome, donc sténosant. On arrive par l'IRM. L'IRM simple, sans distension, n'a pas d'intérêt. L'antéro-IRM connaît un essor important, donc c'est le même principe que l'antéroscanner, essentiellement par le caractère non irradiant. Donc l'avantage de l'antéro-IRM pour la sensibilité et la spécificité, c'est la même que le scanner, l'antéroscan, mais l'avantage de l'antéro-IRM, c'est que c'est un examen qui n'est pas irradiant, donc on peut donc l'utiliser à répétition. On arrive à l'endoscopie. L'avantage de l'endoscopie sur la radiologie, c'est qu'elle permet de faire le diagnostic des tumeurs à développement endoluminal. Donc, à part la certitude apportée par la visualisation directe de la tumeur, il est possible de faire des biopsies. Donc, elle permet de voir la tumeur et de réaliser des biopsies. Donc, elle permet d'apporter un diagnostic histologique. Donc, l'endoscopie classique nous permet d'explorer au mieux, donc ça veut dire la fibroscopie et la coloscopie. Donc, avec la fibroscopie, on peut aller jusqu'aux 30-40 cm du premier jejunum, et la coloscopie, on peut arriver jusqu'à 20-30 cm, la dernière once iliale. Donc, la partie importante du grêle n'est pas explorée par la fibro et la colo. Il y a d'autres méthodes qui sont utilisées, essentiellement l'entéroscopie en double ballon. C'est une nouvelle technique d'exploration du grêle qui permet la réalisation des biopsies et des gestes thérapeutiques. C'est un examen de deuxième intention. Il est indiqué essentiellement lorsqu'il y a une hémorragie inexpliquée ou lorsqu'il y a une suspicion de polypose ou de tumeur du grêle. La videocapsule, donc c'est un événement qui a bouleversé la prise en charge des tumeurs du grêle. Donc c'est une capsule qui est munie d'une caméra que le malade il va l'avaler. Par la suite, au niveau du grêle, elle va donc prendre des photos qu'elle va envoyer à un récepteur, donc un appareil qui va capter les photos, et par la suite, on va le transférer sur un PC. Cette capsule, elle peut être autodégradable ou non. Lorsqu'elle est autodégradable, elle est utilisée essentiellement lorsqu'il y a suspicion d'une sténose infranchissable. C'est la technique du choix, donc elle permet d'explorer la totalité du grêle avec des images de haute qualité, mais l'inconvénient de cette technique, c'est qu'on ne peut pas avoir un diagnostic histologique. Donc on ne peut pas faire des biopsies à travers les videocapsules. Vous voyez ici, c'est une tumeur qui est sous-muqueuse, donc on voit bien, c'est une image prise par la videocapsule, une tumeur qui est arrondie, à développement sous-muqueux, la muqueuse elle est saine, sauf à cette partie-là, donc ce qui est blanchâtre ici, c'est une ulcération. Donc c'est un aspect typique du gyste. On arrive au chapitre diagnostic différentiel. Il faut faire un diagnostic différentiel donc avec les autres tumeurs intestin grêle. Il est important de faire un diagnostic étiologique pour autre que l'intestin grêle, ce qui permet de modifier parfois l'indication thérapeutique. On a essentiellement les pseudotumeurs inflammatoires qui se voient lors des maladies de Crohn ou lors des polypes fibro-inflammatoires. Dans la maladie de Crohn, le grêle est touché dans 80% des cas. La cancérisation de la maladie de Crohn, on a dit, elle est exceptionnelle, mais elle peut être possible, en particulier lorsque l'atteinte elle est massive du grêle, ça veut dire elle est étendue, avec des trajets fistuleux multiples. La dégénérescence, les tumeurs les plus fréquentes, c'est les lymphomes et leucémies, peuvent être rapportés. Pour les polyposes fibro-inflammatoires, c'est des tumeurs qui sont rares et bénignes du tube digestif, rapportées à la sous-muqueuse. Habituellement sont rencontrées chez l'adulte au cours de la 5e et la 6e décennie et se caractérisent histologiquement par l'action d'un infiltre inflammatoire polymorphe riche en polynucléaires eosinophiles. L'endométriose, elle peut toucher le grêle dans 11% des cas. L'atteinte est surtout iliale. On peut avoir un épaississement d'allure tumorale, ce qui peut nous induire en erreur et suspecter et mimer l'aspect d'un adénocarcinome.
La classique des exacerbations des symptômes en période menstruelle est très inconstant, donc on peut voir ce signe peut être présent ou non. L'endométriose aussi n'est pas antérieurement connue. Ce n'est pas antérieurement connu, c'est bien souvent l'intervention chirurgicale qui redresse le diagnostic. Donc, des fois, on peut aller jusqu'à la cilioscopie pour poser le diagnostic de l'endométriose. Quatrième diagnostic différentiel, c'est l'amylose. Elle peut être à l'origine de pseudotumeurs, associées ou non à des épaissements diffus de la paroi des onces. Les biopsies endoscopiques, elles vont montrer les dépôts extracellulaires caractéristiques colorés par le rouge conjoint. On arrive à la conclusion. Il faut savoir que les tumeurs du Graal, c'est des tumeurs qui sont rares. Le diagnostic est difficile et en général posé tardivement, en présence de volumineuses tumeurs ou à l'occasion de complications, hémorragie, occlusion, perforation. Les moyens d'exploration récents actuellement disponibles, notamment l'entéroscopie, double ballon et la vidéocapsule, et radiologiques tels que l'entéroscan, permettant une meilleure exploration complète du grêle et donc une détection plus précoce de ces tumeurs avec une meilleure prise en charge. Je vous remercie. Alors, si vous avez des questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, on s'arrête là. Pardon? Quel est l'examen radiologique de première intention? Bon, pour l'exploration du grêle, le premier intention, il faut demander l'entéroscanner. Donc, lorsqu'il y a une suspicion d'une tumeur du grêle, c'est-à-dire soit cliniquement ou vous avez fait des examens endoscopiques, fibrocollo, vous ne retrouvez rien, par exemple lors de l'exploration d'une hémorragie digestive, et il faut suspecter une tumeur donc, du grêle qui est en train de saigner, à ce moment-là, en première intention, il faut commencer par l'entéroscanner. Le scanner, c'est un examen, c'est un mauvais examen pour explorer le grêle parce qu'il ne va pas bien apprécier l'épaisseur de la paroi grélique. D'autres questions?